Bonjour, chers internautes de l'Aral.net. Bienvenue à votre émission politique, Réponse politique. Aujourd'hui, nous avons comme invité M. Alassane Samba Diop. Alassane Samba Diop, le directeur de la radio Futur Média, mais aussi Alassane Samba Diop, connu pour son émission Remue Ménage ici aussi à la RFM. Avec lui, on va essayer de décrypter l'environnement électoral en perspective des législatives sénégalaises de juillet prochain. Bonjour, M. Diop. Bonjour. Bonjour. Déjà, une question assez prosaïque. Est-ce que vous pensez que ces élections législatives vont se tenir à date échue? Mais jusqu'à la preuve du contraire, je pense que les élections doivent se tenir parce que c'est ce que dit la loi. C'est ce que dit la Constitution, c'est ce que dit aussi le protocole de la CEDEAO. Les élections sont prévues le 30 juillet. Nous pensons que jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a pas encore des faits ou bien des actes qui prouvent que les législatives ne seront pas tenues. Nous pensons qu'elles seront tenues le 30 juillet prochain. Absolument. Si vous étiez tenté à faire le décryptage de la liste nationale de Manko de Tahaoussen, de Benno Bokk Yakaar, dans le top 5, il y a Mohamed Boun Abdallah Dionne, le Premier ministre. Il y a aussi Ndeye Fatou Diouf, pour respecter la parité. Il y a Moustapha Cissé Lo, Aminata Gueye, mais aussi il y a Abdoulaye Makhtar Diop. Quelle lecture faites-vous de ce top 5 de la liste nationale Benno Bokk Yakaar? Je pense que la tête de liste, c'est le Premier ministre, Boun Abdallah Dionne. Cela montre clairement que le gouvernement de la coalition au pouvoir veut s'appuyer sur ce qu'ils ont eu à faire comme bilan pour le montrer aux Sénégalais pour gagner l'Assemblée nationale. Je pense qu'une personnalité comme Abdoulaye Makhtar Diop, personne ne la présente en termes de politique d'aura. Elle a été quand même au Parti socialiste pendant de longues années avant de sortir et créer son parti qui s'appelle SUR. Ensuite, il est devenu aujourd'hui le grand signe de Dakar avec tout ce que ça compte comme électorat à Dakar. C'est une personnalité qui pèse. Maintenant, la femme, je ne la connais pas trop. Je pense que c'est la première fois pratiquement j'entends parler d'elle. Et même la Aminata Gueye là, je ne maîtrise pas trop. Je pense qu'il y a deux personnalités quand même saillantes qui sont dans cette liste. C'est le Premier ministre qui va devoir présenter le bilan de notre coalition pendant ces 5 ans pour espérer engranger les voix des Sénégalais. Il y a la forte personnalité d'Abdoulaye Makhtar Diop qui est connue au Sénégal et partout dans le monde. Absolument. Pour le Premier ministre Boun Abdallah Dionne, on lui connaissait justement une dimension peut-être technocratique. Est-ce que politiquement, ce n'est pas assez risqué qu'il plonge comme ça dans la mare au crocodile politique? Je pense que beaucoup estiment que le Premier ministre a une dimension technocrate, mais je pense qu'il faut faire très attention parce que Boun Abdallah Dionne, peut-être qu'il ne fait pas la politique active, mais en termes de pédigré et en termes même de saillie d'une personne qui est dans un landerneau où les bons mots, le savoir parler, son parler Jolof, je sais pas, Saloum, je pense que c'est une personnalité qui peut aujourd'hui surprendre beaucoup de gens sur le plan politique. Ensuite, il y a aussi son frère, Cheikh Tidiane Dionne, qui était élu député, qui n'est pas dans la liste qui est proposée aux Sénégalais, en ancrage. J'estime que peut-être qu'il peut s'appuyer sur ce frère-là qui était à l'Assemblée nationale, qui pourrait lui apporter. Et ensuite, il a une position de Premier ministre. Et dans tous les pays du monde, la position de Premier ministre est une position politique. Donc, j'estime que peut-être qu'il peut surprendre beaucoup de gens sur ce côté-là où les gens ne l'attendaient pas. Absolument. Oui. Maintenant, parlons d'Abdoulaye Makhtar Diop. Est-ce que ce n'est pas un clin d'œil assez ethniciste par rapport à la communauté lébou? Je ne pense pas que ce soit ethniciste. Je pense qu'Abdoulaye Makhtar Diop est le grand signe de Dakar, grand signe de tous les Dakarois. À Dakar, il n'y a pas que de lébou, il y a beaucoup d'autres gens. Et c'est une communauté, comme n'importe quelle communauté qui est au Sénégal. Il s'appuie sur sa communauté pour aller engranger des voix. Je pense qu'il faut faire très attention, faire la différence entre ethnique
et communauté. Il y a une grande différence entre les deux mots. Et j'estime qu'il est plus communautaire avec les Débou et D6 en tant que tel. Et Abdoulaye Matar Diop, le Sénégal le connaissent. Il est en temps du Parti socialiste, les gens l'appelaient Mahou Fourel. Il avait créé ce concept-là qui avait pu engranger beaucoup de jeunes, les 7 ans entre Dakar. Tout ça était parti un peu de son idée. Et c'est une personnalité politique très remarquable, qui parle bien, qui connaît bien les ressorts du Sénégal et des Dakarois. Qui peut faire la différence. Maintenant, l'essentiel, le jour où on pourra dire qu'il a fait la différence, c'est de voir le jour des résultats. C'est bien beau d'avoir un bon pédigré, mais l'important compte, ce qui compte le plus important, c'est le jour J, quand il y aura les résultats, mais les gens verront les apports des uns et des autres. Autre fait inédit de la publication de ces investitures a été l'absence quand même d'Aminata Touré. Comment analysez-vous cette absence? J'avoue que ça a surpris beaucoup de monde. Beaucoup s'attendaient à ce que Mme Aminata Touré, qui a été Premier ministre du Sénégal, ministre de la Justice, qui a déclenché cette affaire de la traque des biens dits Malaki, qui avait une certaine aura, qui a milité à Kaolack, à Grand Yoff, qui a commencé à avoir une envergure. Aujourd'hui, n'est pas dans les listes. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Quelles sont les véritables raisons qui font qu'elle n'est pas sur la liste? Il n'y a que elle, peut-être, et le président de la République, le président de leur parti, qui peut dire réellement ce qui s'est passé. Mais j'ai entendu Mme Pendambo faire une analyse en disant qu'elle pense que Mme Aminata Touré a été trop tôt Première ministre, qu'elle aurait pu faire son chemin dans l'environnement politique sénégalais. Et n'oubliez pas que Mme Aminata Touré a été directrice de campagne de AJ, quand Landing Savané était aussi dans l'opposition au moment, il y a vers les années 90. Je pense qu'il ne faut pas oublier ça, qu'elle connaît un peu la politique, mais peut-être qu'elle n'avait pas pu faire son cheminement, sa formation dans l'État, pour qu'elle puisse avoir un ancrage et continuer à monter crescendo pour avoir... Maintenant, le fond du débat, c'est de voir aujourd'hui cette non-présence d'Aminata Touré, quelles sont les conséquences que ça va apporter. C'est vrai qu'elle a fait une sortie en disant qu'elle demande à tous ses militants de rester calmes et de poursuivre leur compagnonnage dans Benno Bokk Yakaar, dans la PR. Mais il y a ce que la communication dit et la réalité des faits. C'est le jour J encore que nous saurions si Mme Aminata Touré a pesé sur le scrutin ou pas. Parlons maintenant, il y a la liste, la coalition gagnante Wattu Sénégal, dirigée par Maître Abdoulaye Wade. Il y a aussi une personnalité féminine comme Woré Sarr, il y a Pape Diop, l'ancien maire de Dakar, il y a Marie Sow Ndiaye, il y a aussi Mamadou Lamine Diallo de Tekki. Oui, je pense aussi que c'est une liste qui a de la gueule. Oui, qui a de la gueule, parce qu'Abdoulaye Wade, ce n'est pas n'importe qui. C'est quand même 27 ans de position au Sénégal, 12 ans de pouvoir. C'est vrai, beaucoup disent que oui, il a 91 ans, qu'il ne doit pas. Oui, mais il est libre de se présenter. Je pense qu'il n'y a aucune loi qui interdit à Abdoulaye Wade de venir aller en compétition pour devenir député à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas interdit. Les gens se positionnent sur le plan de la morale. Alors qu'Abdoulaye Wade, lui, il est là pour des intérêts bien précis, pour amener sa liste à gagner. Il est avec Pape Diop. Pape Diop aussi, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a été quand même président de l'Assemblée nationale, maire de Dakar, qui a son parti Bokk-Gis-Gis, qui vit. J'estime que Mamadou Lamine Diallo aussi a marqué aussi la législature qui s'est passée, du fait aussi des propositions de loi qu'il a fait, des interpellations constantes qu'il a fait par rapport à la gestion du Sénégal. Je pense que la liste de Manko, coalition gagnante avec Abdoulaye Wade, c'est une liste sur laquelle il faut compter pour ces prochaines législatives. Absolument. Abdoulaye Wade, ancien président du Sénégal, avec tout ce qui s'est passé, tête de liste nationale. Karim Wade, son fils, toujours en exil, entre guillemets, c'est des faits politiques quand même assez bizarres à l'approche de ces législatives. Oui, non, c'est clair. Abdoulaye Wade vient conduire la liste de Manko Wattu, la coalition gagnante, pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Cette majorité va lui permettre de proposer une amnistie à l'Assemblée nationale, pour amnistier son fils Karim Wade, qui est candidat du Parti démocratique sénégalais pour 2019, pour que Karim puisse revenir, aller en compétition. C'est très clair. Abdoulaye Wade a un objectif très clair, c'est qu'il n'a pas renoncé à ce que Karim Wade, son fils, devienne chef de l'État du Sénégal. C'est clair dans sa tête. Lui, c'est ce qui l'intéresse, c'est sur ça, autour de ça qu'il se bat.
mais il a aussi le droit de se battre, d'avoir ses propositions. Mais c'est au Sénégalais de décider. Donc Abdoulaye Wade est dans une séquence politique précise. Mais bien sûr, c'est clair. Je pense qu'Abdoulaye Wade, même s'il est élu, je ne pense pas qu'il va siéger à l'Assemblée nationale, à son âge et tout. Mais toujours est-il qu'il faut faire très attention avec M. Abdoulaye Wade. C'est quelqu'un de très surprenant. Il se peut qu'il soit élu et qu'il décide d'aller à l'Assemblée nationale. Voilà, siéger. Ça va être assez inédit comme situation. Mais c'est quand même toujours bon pour la démocratie sénégalaise. Parce qu'il n'y a qu'au Sénégal que les gens pensent que les anciens chefs d'État ne doivent pas faire ceci, faire cela. En France, on a vu des anciens premiers ministres devenir des ministres dans un gouvernement. Le cas de Hiro est là, qui a été premier ministre en France, qui est devenu ministre des Affaires étrangères comment on appelle ça, de François Hollande. On a vu le cas de Laurent Fabius, entre autres, d'Alain Juppé, entre autres, qui étaient des premiers ministres, qui sont des ministres des Affaires étrangères. Il n'y a qu'au Sénégal que les gens estiment qu'on ne peut pas faire ce genre de choses-là. Je pense si on peut être dans une position où on peut apporter un plus à la démocratie de son pays, aider à la réflexion, pousser encore davantage, pourquoi pas. Maintenant, peut-être que la différence entre nous et la France, c'est que les gens en France, quand ils étaient premiers ministres, ils deviennent ministres, ils ont un idéal, il y a une idéologie, il y a des partis qui sont vraiment de gauche, de droite. Au Sénégal, on ne sait pas qui est de gauche, qui est de droite. C'est plus pour des intérêts personnels que les gens vont à l'Assemblée nationale que pour aller là-bas, booster la démocratie, donner davantage des idées, proposer des choses. Parce que quand on entend même les gens qui font la députation parler aujourd'hui, on est très surpris. Les députés promettent de construire des hôpitaux, de faire des routes. Il y a un problème. Il y a une problème de compréhension même du rôle du député à l'Assemblée nationale. Et ça montre quelque part que les gens sont plus omnibulés pour occuper un poste en faire des sinecures que d'aller à l'Assemblée nationale faire des propositions qui font avancer le Sénégal. C'est loin d'être un sacerdoce. Mais du tout, c'est pas un sacerdoce. On voit la ruée avec laquelle chacun veut devenir aujourd'hui député à l'Assemblée nationale. Si vous regardez bien, en 2012, il y avait 24 listes. En 2017, vous avez 47 listes, pratiquement le double. Donc, ce qui veut dire qu'entre-temps, dans la tête de beaucoup de Sénégalais, ils sont dit que l'Assemblée nationale, c'est le seul moyen d'accès aux ressources. Nous faisons de la politique un métier. Je ne dis pas tout le monde. Il y a parmi les gens qui sont dans la liste des gens qui ont de la formation, qui ont un métier. Mais il y a d'autres aussi qui n'ont aucun métier ou bien qui ont abandonné leur métier pour faire de la politique un métier. Donc pour aller à l'Assemblée nationale pour eux, c'est avoir accès aux ressources, pouvoir bénéficier de l'argent de contribuables sénégalais. En contrepartie, bon, on se demande qu'est-ce qu'ils valent. Parce que si vous regardez bien, c'est très rare que l'Assemblée nationale au Sénégal contrôle la politique de gouvernement. À l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de budgets qui sont votés pour aller dans telle ou telle localité, mais jamais vous n'avez vu un député descendre sur le terrain pour voir, moi député, les 50 milliards que j'ai votés pour telle localité, est-ce qu'effectivement l'argent est allé là où il doit aller pour le contrôler? C'est rare qu'on le voit. C'est ça. Absolument. Maintenant, parlons de la séquence politique du maire de Dagana, Omar Sarr. Au moment où beaucoup de personnalités se sont réfugiées au niveau de la liste nationale, elle, cette personnalité politique daganoise, a eu le courage d'aller en départemental. Qu'est-ce que cela vous inspire? Omar Sarr, c'est l'une des rares personnalités politiques sénégalaises qui a une base. Omar Sarr, il a une base. Dagana, c'est son fief. Je pense que c'est un travail aussi de longue haleine qui a été fait par Omar Sarr. N'oubliez pas qu'Omar Sarr aussi, ses parents était aussi maire de Dagana. Mahassar, dont on parle, a été maire de Dagana aussi. Donc il y a une sorte de continuité de la gestion de la mairie familiale, de façon familiale. Et ensuite, c'est quelqu'un qui est proche des Daganois. Et ensuite, Dagana, c'est le Wallo, c'est le tout de refus. C'est des gens aujourd'hui qui considèrent qu'Omar Sarr a beaucoup fait pour les jeunes de Dagana. Et lui, tous les week-ends, il allait dans son fief, il s'occupait de sa base. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Omar Sarr est toujours adoubé par sa base de Dagana. Maintenant, de plus en plus, on constate qu'Omar Sarr gagne la commune, mais perd de plus en plus le département. Maintenant, cette élection qui va venir, est-ce qu'il va conserver sa force au niveau de la commune ou pas? Mais au soir du 31 juillet, on saura si Omar Sarr maintient encore sa commune ou bien s'il a perdu des voix ou pas. C'est pas assez dangereux pour lui politiquement, puisqu'il est actuellement contesté au niveau du PDS. Oui, mais je pense qu'il a pris, c'est un pari qu'il a fait. De sa réélection, ou de son élection en tant que député à Dagana dépendra de sa légitimité qu'il aura au niveau du Parti démocratique sénégalais. S'il est élu comme député de Dagana, ça renforcera sa légitimité. S'il perd, ben ça
son crédit va diminuer au sein des partis démocrates sénégalais. C'est un risque qu'il a pris, et je pense que c'est peut-être un risque calculé. Absolument. Maintenant, parlons de Manko Taxawu Sénégal. Il y a Khalifa Ababacar Sall, il y a Fatou Ndiaye, il y a Serigne Mansour Sy Djamil de Bës du Ñakk, il y a Aminata Kanté, mais aussi il y a Cheikh Mamadou Habiboulaye Dièye. Qu'est-ce que vous inspire cette Là-bas liste? aussi, trois identités remarquables. C'est Khalifa Ababacar Sall, qui est maire de Dakar, qui est aujourd'hui en prison, qui fait qu'aujourd'hui, peut-être le fait qu'il soit en prison va augmenter son aura au niveau de son électorat. Il y aura une sorte de sentiment de soutien de ses électeurs et de compassion de beaucoup de Sénégalais. Il y a Cheikh Abdoulaye Dièye, Cheikh Bamba Dièye, qui a été ministre aujourd'hui, qui est connu un peu dans l'environnement politique sénégalais, même s'il perd beaucoup de voix au niveau de Saint-Louis. Il y a l'autre, une personnalité que vous m'avez citée, c'est qui d'autre encore? Il y a Mansour Sy Djamil. Mansour Sy Djamil, Mansour Djamil aussi, qui avec Bës du Ñakk avait aussi pu, en 2012, ne pas aller en coalition et gagner avoir au moins 2 députés à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est des personnalités qui peuvent peser par rapport à cette liste bien précise, celle de Manko Taxawu Sénégal, de Khalifa Sall. Il y a la dimension affective de Khalifa Sall qui est actuellement en prison, mais aussi il y a un autre fait inédit, à savoir Idrissa Seck qui se réclamait d'être le patron de vraiment du Parti libéral sénégalais, si on peut dire ainsi, mais qui est allé soutenir quand même un socialiste, Khalifa Ababacar Sall. Est-ce que cela peut avoir une incidence? Il faut voir quel est peut-être l'accord qu'aurait eu Idrissa Seck avec Khalifa Sall. Parce que les coalitions, il y a beaucoup de choses qui sont faites où on n'a pas encore tous les secrets de ce qui s'est passé entre les coalitions. Est-ce qu'il y a un accord entre Khalifa Sall et Idrissa Seck par rapport à certaines positions antérieures par rapport à la présidentielle, ou bien est-ce qu'aujourd'hui l'objectif de Khalifa Idrissa Seck c'est d'imposer une cohabitation à l'Assemblée nationale et de rebattre les cartes après? Tout ça c'est des données que nous n'avons pas aujourd'hui la quintessence de ce qui a été dit. Mais ce qui est clair, c'est qu'Idrissa Seck a préféré aller avec Khalifa Sall sur sa liste, Khalifa Sall en tant que telle liste. Cela a montré quelque part qu'aujourd'hui, on peut le comprendre, Idrissa Seck, si on analyse son attitude, ça se voit qu'il a beaucoup mis, si on ose dire les choses comme ça, beaucoup d'eau dans son vin. Il a compris qu'aujourd'hui il lui faut une coalition, il lui faut s'allier avec d'autres gens pour y aller, et que cette image d'arrogance que beaucoup de Sénégalais essaient de lui coller montre quelque part ça, qu'il sait faire preuve aussi d'humilité, faire preuve aussi de calcul tactique, hein, pour pouvoir aujourd'hui maintenir son parti réuni et pour aller à l'assaut de l'Assemblée nationale. Absolument. Et si on faisait quand même une analyse du point de vue de l'approche genre, on sait qu'il y a la parité au Sénégal, il y a Oser l'avenir qu'Aïssata Tall Sall a mis sur pied. Il y a aussi la coalition And Saxal Liggéey de Aïda Mbodj, qui est entre guillemets une dissidente du PDS. Est-ce que vous pensez que ces deux personnalités féminines peuvent créer la surprise pour cette prochaine législature? Non, oui, mais je pense que Aïssata Tall Sall, c'est une forte personnalité. Aïda Mbodj et tout, c'est aussi une très forte personnalité. C'est des gens qui sont très connus déjà dans l'environnement politique sénégalais, et c'est des femmes de refus, c'est des femmes qui n'ont jamais accepté qu'elles soient marginalisées dans les partis politiques, identité remarquable, qui estiment qu'elles ont leur épingle de jeu. Elles peuvent tirer leur épingle de jeu dans ces élections-là. Vous voyez, la parité intégrale, c'est au Sénégal qu'on le voit, hein. Même en France aujourd'hui, la parité, elle existe, mais elle n'est pas systématique comme au Sénégal. Sur ce plan-là, le Sénégal a aussi une avance sur la France, sur beaucoup de pays africains. Et ça aussi, c'est à mettre au crédit de M. Abdoulaye Wade, qui a permis qu'il y ait une parité homme-femme sur toutes les listes électives. En France, ce n'est pas la même chose. La parité n'est pas systématique. Donc il y a une avancée pour le Sénégal. Mais encore une fois, Aïda Mbodj et Aïssata Tall Sall, c'est deux personnalités qui comptent au Sénégal, qui sont connues, qui sont des femmes de refus, qui ont toujours dit ce qu'elles pensaient de la façon de faire, qui n'ont jamais accepté d'être caporalisées par les hommes. Et ça peut être un atout aussi pour les prochaines élections pour elles. Absolument, absolument. Il y a une troisième voie qui est en train d'être une doctrine que théorisée ici au Sénégal. Est-ce que vous pensez que ça peut être une réalité avec Ousmane Sonko Ndawi Askan Wi, il y a Joyanti de Abdoul Mbaye,
Il y a aussi même le reste du contingent avec Cheikh Tidiane Gadio, peut-être même Ablaye Baldé, les anciens ministres de Wade. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de troisième voie. Il y a beaucoup de gens qui se réclament de la troisième voie. Il y a Madjaï Gaye qui se réclame de la troisième voie. Il y a la dame là, Aminatou Amsatou Sidibé qui se réclame de la troisième voie. Il y a Gadio, tous se réclament d'une troisième voie. D'abord, il faut qu'on définisse c'est quoi la troisième voie, quelle est la différence entre cette troisième voie et les autres voies qui sont déjà là, qu'est-ce que cette troisième voie apporte de plus par rapport à ceux qui sont là? Quelle est la différence? C'est bien de le comprendre. On entend parler juste de troisième voie, mais bon, quel est le contenu idéologique de cette troisième voie? Ce serait bien qu'on puisse nous expliquer ça aux Sénégalais pour qu'ils comprennent. Mais je pense aussi que Baldé, Gadio et ceux qui sont dans la troisième voie, Abdoul Mbaye, c'est tous des personnalités aujourd'hui dans l'environnement politique sénégalais. Abdoul Mbaye a été quand même Premier ministre de Macky Sall, qui a décidé d'aller de lui-même, c'est un technocrate, connu dans le milieu économique et dans le milieu intellectuel sénégalais. Maintenant, est-ce que cette aura dans ce milieu fermé va se répercuter dans le milieu populaire ou pas? C'est à voir. Gadio a été candidat à Affaires étrangères d'Abdoulaye Wade pendant de longues années. Il est parti aux élections dernières. On a vu le score qu'il a eu. Et on va voir. Baldé, en Casamance, semble être très solidement ancré là-bas, au niveau de son fief. Mais tout cela va faire qu'aujourd'hui, les Sénégalais ont une multitude de choix parmi les candidats. Mais ils verront pendant la campagne électorale qui, parmi ces candidats, vont les convaincre pour qu'ils puissent aller voter pour lui. Mais il y a quand même une chose assez intéressante au Sénégal aujourd'hui. Je pense qu'il y a un auteur qui s'appelle Cheikh Ahmed Bamba Diagne qui a sorti un livre qui s'appelle « Comment votent les Sénégalais ?» Point d'interrogation. Dans son livre, il a expliqué un peu qu'il y a le vote stratégique, comme le Sénégal l'appelle. Ils peuvent venir voir, par exemple, Ibrahima Fall, en disant Ibrahima Fall incarne toutes les valeurs que moi, Sénégalais, j'ai. C'est une personnalité remarquable, il est pondéré, c'est quelqu'un très aimé par des Sénégalais. Mais quand ils vont dans l'urne, ils regardent un peu du mais Ibrahima Fall, même si je l'aime, il ne peut pas gagner. Donc je vais voter pour celui qui va gagner. Donc il y a un problème quand les gens sont dans l'urne, au moment de faire le choix, ils peuvent changer d'avis. Ils peuvent aussi voter stratégiquement en disant que je veux faire tomber ce gouvernement-là. Je vote pour celui que je pense être capable de faire tomber les gars. Tout ça, c'est l'analyse que Cheikh Bamba Diagne a eu à faire dans son livre. Je pense aussi que c'est des choses assez intéressantes au Sénégal. Que les gens aujourd'hui, la plupart d'entre eux, sont moins des gens qui adhèrent dans des partis politiques en tant que militants. C'est plus des clients. Ils viennent parce qu'ils se disent que dans ce quartier, il y a Massène qui est là, qui peut régler les problèmes d'ordonnance, qui peut régler les problèmes aujourd'hui. Et bien, je pense que si on vote pour Massène, demain, Massène aura les moyens de m'aider. C'est comme ça que ça se passe. Il y a un grand intérêt par rapport à cela. Cela est dû aujourd'hui aussi à la situation économique dans laquelle sont beaucoup d'électeurs. Il y a la pauvreté qui fait que les gens sont obligés d'aller voir les gens pour s'en sortir. Dans d'autres pays, en France, où les gens ont réglé les problèmes basiques, les priorités sont réglées, ce qu'on appelle l'échelle de Marshmallow. Les gens arrivent à manger, à se vêtir, à soigner. Ils ont un certain niveau de vie qui fait que le choix qu'ils feront est un choix rationnel. Alors que nous, chez nous, les gens choisissent des gens en fonction de leur capacité financière. Je pense aussi qu'on avait un niveau de développement, certainement, la façon de voter au Sénégal aurait pu changer. Absolument. Une dernière question. Comment vous décryptez la grogne de Djiboka par rapport aux investitures de Bok Yakaar et aussi de l'AFP qui oui, moi, je n'ai pas entendu Djiboka parler. J'ai entendu un député de l'URD qui était à l'Assemblée nationale qui a parlé. Qui peut-être, lui, ne peut pas être reconduit. Est-ce qu'il parlait au nom de son parti ou est-ce qu'il parle son nom personnel? Ou est-ce qu'il a parlé avant son parti? Donc on attend que Djiboka, en tant que secrétaire général, quand il sortira, à ce moment-là, on verra. Est-ce qu'effectivement, c'est la position de l'URD ou bien c'est la position du député de l'URD qui n'a pas été reconduit? C'est important de préciser ça. La deuxième chose par rapport à Moustapha Niasse, c'est l'AFP se sent lésé avec son comité qui s'est réuni, mais je n'ai pas vu dans le communiqué de l'AFP parler de quitter Benno Bokk Yakaar. Et ensuite, vous savez, il y a l'Assemblée nationale, il y a aussi les autres postes de direction. Hein. Je pense que dans la distribution des prébendes de ceux qui sont dans la coalition, il y a ceux qui sont investis députés, il y a aussi les postes de direction nationale, de PCA, de machin. Peut-être que c'est là-bas que les gens vont essayer de compenser les frustrations des uns et des autres. De toutes les façons, puisque les journaux ont dit aujourd'hui que Moustapha Niasse
à parler au président Macky Sall. Ils ont discuté de la question. Après le retour, ils vont se trouver pour parler. Peut-être qu'ils vont trouver un consensus en disant oui, écoutez, vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, mais comme il y a des postes de direction qui sont là, qu'on va vous donner. Donc, quelque part, c'est des histoires d'intérêt politique. Chacun voit midi devant sa porte avec ses propres intérêts. Je pense que c'est ça qui fait aujourd'hui que dans tout ça, la question fondamentale que moi je me pose, c'est où sont les Sénégalais qui s'occupent des problèmes quotidiens que les Sénégalais ont. Aujourd'hui, on va dans une campagne électorale qui va peut-être prendre 15 jours, mais avant, on est dans une pré-campagne électorale. Et pourtant, la vie continue, les problèmes restent. Est-ce que ces difficultés-là sont prises en charge? Parce que le piège qu'il y a, c'est qu'on va tellement parler de politique, nous-mêmes médias, on va tellement parler de politiciens qu'on va oublier les réalités concrètes qui sont là, maintenant, qu'il faut résoudre au jour le jour, les problèmes de santé, les problèmes d'éducation. Il y a des grèves aujourd'hui au niveau de l'université, le SAES, il y a les examens, on parle de problèmes de fuite, on parle de certaines localités qui ont des difficultés à avoir de l'eau, on parle de certaines localités où les soins de santé posent problème, mais on fera focus de tous sur la politique parce que les Sénégalais adorent la politique, ils aiment la politique, et des fois même les médias, quand ils proposent autre chose, vous avez du mal à ce que les gens vous suivent, ils aiment la politique. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut revoir dans la façon de faire pour que le Sénégalais soit au cœur de nos préoccupations, de tous. Mais ça, c'est nous les médias qui devons imposer cet agenda aux politiciens pour qu'ils pensent à vous, à nous, qui n'ont pas accès aux trucs politiques. Absolument. En tant qu'homme de médias, peut-être on vous laisse votre mot de la fin. Leral.net a été vraiment heureux. Je voulais juste remercier Leral.net et dire toute la joie que j'ai de voir ce site internet monter en puissance, qui est un site qui fait de très bon travail, et féliciter toute votre équipe pour l'excellent travail que vous êtes en train de faire, et dire que nous allons vers des élections. Nous, même médias, on aura beaucoup de problèmes, 47 listes. Je ne sais pas comment nous on va travailler pour les couvrir, pour que les Sénégalais puissent avoir accès à ces listes-là. Mais l'important, encore une fois, pour nous, c'est de nous concentrer sur ce qui préoccupe les Sénégalais, pour amener les politiciens là à s'occuper de nous, de nos enfants, parce qu'ils ont choisi de nous représenter. Il ne faut pas qu'ils nous oublient, qu'ils oublient les Sénégalais. Merci beaucoup. Merci.